La rue du village en Provence luisait après la pluie du soir, les pavés humides reflétant la lueur ambrée des réverbères et des quelques enseignes encore allumées en flaques vacillantes. Un air de novembre, vif et mordant, portait les premières senteurs de l'hiver, une odeur de terre mouillée et de fumée de bois s'échappant des cheminées. Il incitait les rares piétons à presser le pas devant les devantures des boutiques d'artisans fermées, impatients de regagner la chaleur de leur foyer. Le petit quartier des affaires de la ville, si l'on pouvait l'appeler ainsi, s'était vidé des heures auparavant, ne laissant derrière lui que les traînards, quelques employés ailés rentrant chez eux, des couples terminant un dîner romantique, et ceux qui, comme toujours, n'avaient nulle part où aller. Nicolas Dubois marchait d'un pas déterminé malgré leur tardive. Son costume bleu marine, taillé sur mesure, semblait insensible à l'humidité ambiante, et ses souliers en cuir impeccablement cirés claquaient avec une précision métronomique sur le sol mouillé. À 41 ans, il était associé principal chez Dubois et Associés, l'une des sociétés d'investissement les plus réputées de la région. Ses cheveux sombres étaient coiffés avec une perfection qui ne laissait rien au hasard. Sa posture, droite et assurée, parlait d'une confiance en soi inébranlable, et tout en lui suggérait un homme qui avait méticuleusement construit, brique par brique, la vie exacte qu'il avait toujours imaginée. Son fils Léo marchait à ses côtés, sa petite main entièrement enveloppée dans la poigne ferme mais protectrice de Nicolas. Le garçon avait 6 ans, emmitouflé dans un manteau d'hiver rouge vif et une écharpe à rayures qui contrastait joyeusement avec la grisaille de la soirée. Ses cheveux bruns étaient légèrement aplatis par la capuche qu'il avait portée plus tôt. Il venait de terminer de dîner au bistrot préféré de Nicolas, le Chêne Doré, une tradition qu'il s'efforçait de maintenir un mardi sur 2, lorsque Léo restait avec lui. C'était un rituel immuable, ils y mangeaient un bon bœuf bourguignon, dont l'odeur riche et vineuse semblait encore flotter autour d'eux. « Ça t'a plu le dîner, mon champion » demanda Nicolas, son ton s'adoucissant légèrement, comme il le faisait toujours lorsqu'il s'adressait à son fils. « Oui. »« Les frites étaient super bonnes, » répondit Léo en balançant leurs mains jointes d'un mouvement léger et enfantin. « On pourra aller au magasin de jouets samedi ? On verra. J'ai peut-être un truc au bureau, mais si je suis libre, promis. » Le téléphone de Nicolas vibra dans la poche de son manteau. Probablement un autre courriel de Marseille. Les marchés portuaires y étaient soumis à une forte volatilité et il surveillait la situation de près toute la soirée. Il était déjà en train de composer mentalement sa réponse, évaluant les risques et les opportunités, lorsque Léo s'arrêta brusquement de marcher, le forçant à s'immobiliser. « Léo, allez. Il fait froid, et je dois te ramener au logement de Valérie. » Mais Léo ne bougeait pas. Son corps s'était raidi, et son attention était entièrement captivée par quelque chose un peu plus loin sur le trottoir. Nicolas suivit son regard, une pointe d'agacement dans la voix, prêt à réprimander son fils pour cette pause inopportune. C'est alors qu'il la vit. Une femme était assise sur le trottoir, recroquevillée contre la devanture d'une librairie désaffectée depuis longtemps, dont les vitres poussiéreuses reflétaient une image déformée de la rue. Elle portait un manteau gris informe, bien trop grand pour elle, qui semblait avoir été récupéré dans un conteneur de dons. Ses cheveux blonds, autrefois si soignés, étaient tirés en une queue de cheval négligée, des mèches rebelles s'échappant pour encadrer un visage qu'il ne pouvait pas encore distinguer. Devant elle se trouvait un sac à dos usé jusqu'à la corde et une poussette canne, un de ces modèles bon marché qu'on trouve dans les grandes surfaces. À l'intérieur de la poussette, un ours en peluche était soigneusement installé, comme s'il s'agissait d'un véritable enfant. La femme ne mendiait pas activement. Elle n'avait ni gobelet ni pancarte. Elle restait simplement là, les bras enroulés autour de son corps pour se protéger du froid, le regard perdu dans le vide. Nicolas sentit cette contraction familière dans sa poitrine, celle qui survenait toujours lorsqu'il était confronté à la misère visible. Un mélange complexe de culpabilité et de mécanisme de défense, de sympathie fugace et du désir impérieux de détourner le regard. Il faisait des dons généreux à des associations caritatives. Il se disait que c'était la manière responsable d'aider, de contribuer à une solution systémique plutôt que d'encourager la mendicité. Il était plus facile, infiniment plus facile, de signer des chèques que de regarder la souffrance droit dans les yeux. « Viens, Léo » dit Nicolas d'un ton plus ferme, tirant doucement sur la main de son fils. Mais Léo ne bougea pas d'un centimètre. Il restait figé, son petit corps tendu, fixant la femme avec une intensité qui mettait Nicolas profondément mal à l'aise. « Léo, on doit y aller. Ce n'est pas poli de dévisager les gens. » Mais papa, la voix de Léo était étrange, plus aiguë que d'habitude, chargée d'une émotion que Nicolas ne parvenait pas à identifier.
pas maintenant. On y va. Nicolas fit quelques pas, s'attendant à ce que Léo suive, comme il le faisait toujours. Mais la petite main glissa de la sienne. Et lorsque Nicolas se retourna, irrité, Léo était toujours là, à 1 mètre de lui, continuant de fixer la femme sans abri. « Léo, viens ici tout de suite. » La voix de Nicolas avait pris cette tonalité sévère qu'il utilisait lorsque sa patience était à bout. Léo se tourna enfin vers son père, et Nicolas vit alors ce qui rendait sa voix si étrange. Des larmes silencieuses coulaient en abondance sur ses joues roses de froid. « Papa, » dit Léo, la voix brisée par un sanglot qu'il tentait de retenir. « Papa, c'est maman. » Les mots n'eurent aucun sens. Nicolas les rejoua dans sa tête, comme un disque rayé, essayant de les réarranger en une phrase compréhensible, logique. C'était impossible. La fatigue, l'imagination d'un enfant, quoi? Léo, ce n'est pas, mais Léo s'était déjà retourné vers la femme. Il avait déjà commencé à marcher vers elle, à petits pas hésitants, comme s'il avait peur que l'image ne se brise. « Maman, maman ?» La tête de la femme se redressa d'un coup sec. Son regard vide se posa sur Léo, et une vague d'expression traversa son visage en une fraction de seconde. La reconnaissance, d'abord, pure et lumineuse, puis l'horreur, et enfin une angoisse si profonde qu'elle semblait la blesser physiquement. « Non, » dit-elle, sa voix rauque, à peine un murmure. « Non, mon bébé, tu ne devrais pas. » Elle commença à se relever, avec une maladresse paniquée, cherchant manifestement à partir, à courir, à disparaître dans la nuit avant que ce moment insoutenable ne puisse se poursuivre. Mais Nicolas avançait déjà, son esprit rattrapant enfin ce que ses yeux voyaient, ce qu'une partie de lui, enfouie très profondément, avait reconnu à l'instant même où Léo s'était arrêté. C'était Valérie. Son ex-femme. La mère de Léo. Valérie Leclerc. Valérie, qui était censée vivre dans sa maison de ville rénovée, avec sa florissante agence immobilière. Valérie, qui avait la garde de Léo 1 semaine sur 2. Valérie, qui lui envoyait des emails courts et professionnels concernant les heures de passage et les réunions de l'école, sans jamais aborder le moindre sujet personnel. Valérie, qui était assise sur un trottoir de village, avec un ours en peluche dans une poussette et la terreur dans les yeux. Valérie? La voix de Nicolas sortit étranglée, méconnaissable. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Elle secouait la tête, reculant alors même que Léo tendait les bras vers elle. Léo, mon chéri, tu dois repartir avec ton père. Tu dois, maman. Léo se jeta contre elle, enroulant ses bras autour de sa taille, et ce simple contact fit céder la digue. Le visage de Valérie se décomposa, et elle s'effondra à genoux sur le trottoir froid, serrant son fils dans ses bras et sanglotant avec un abandon si total que quelques passants ralentirent pour les dévisager. Nicolas resta figé, son monde si bien ordonné, si parfaitement maîtrisé, basculant sur son axe. Ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas être réel. Valérie avait sa vie en main. Ils avaient divorcé 3 ans plus tôt, à l'amiable, du moins c'est ce qu'ils s'étaient toujours dit. Elle n'était plus heureuse, se plaignant de ses horaires de travail, de ses priorités, de son incapacité à être vraiment présent dans leur mariage. Elle voulait plus que ce qu'il pouvait ou savait donner, alors ils s'étaient séparés. C'était triste, mais civilisé. Ils s'étaient mis d'accord sur une garde partagée. Ils avaient vendu la grande maison et partagé les actifs. Valérie avait pris sa moitié et acheté une maison de ville plus petite. Elle avait relancé sa carrière dans l'immobilier, mise en pause à la naissance de Léo. C'était l'histoire que Nicolas connaissait. C'était ce que Valérie lui avait raconté. Et rien de tout cela n'avait été vrai. À l'aide. Une voix perça la paralysie de Nicolas. Un homme plus âgé, qu'il reconnut comme étant Monsieur Pierre, le boulanger, s'approchait, sortant son téléphone. Cet homme importune cette femme et cet enfant. Non. La voix de Valérie fut tranchante malgré ses larmes. Non, ça va. C'est mon fils et mon ex-mari. C'est bon. Monsieur Pierre parut incertain, mais rangea son téléphone. Il resta néanmoins à proximité, son instinct protecteur pas tout à fait apaisé. Nicolas s'accroupit pour se mettre à leur niveau. De près, il pouvait voir tout ce que la distance et la faible lumière avaient masqué. La maigreur de Valérie, les cernes profonds et violacés sous ses yeux, la façon dont ses vêtements flottaient sur sa silhouette amaigrie, les gerçures sur ses mains.
Valérie, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu as vécu? Elle refusait de croiser son regard. Je ne peux pas, Léo, tu dois aller avec ton père. C'est sa semaine de garde de toute façon. Je te verrai dans, où? La voix de Nicolas était plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Où est-ce que tu le verras? Ici, dans la rue? Valérie tressaillit comme si elle avait été frappée. Léo s'accrochait toujours à sa mère, le visage enfoui dans son manteau qui sentait le froid et l'humidité. Ne pars pas, maman. S'il te plaît, ne pars pas. Je ne veux pas que tu restes dehors. Il fait froid. Mon bébé, ça va. Maman va bien. Tu ne vas pas bien. Léo se recula, son petit visage féroce et strié de larmes. Tu n'as pas de maison. Tu dors dehors. Ça ne va pas du tout. Nicolas avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. L'air était devenu épais, suffocant. Depuis combien de temps? Demanda-t-il, sa voix à peine audible. Depuis combien de temps es-tu à la rue? Valérie regardait toujours ailleurs, s'accrochant à un dernier lambeau de dignité dans une situation qui en était totalement dépourvue. Ça n'a pas d'importance. Léo allait bien. Il ne sait pas. Il n'a jamais su. Depuis combien de temps? Répéta Nicolas, sa voix plus forte maintenant, exigeant une réponse. 4 mois, murmura Valérie. Un peu plus de 4 mois. 4 mois. Pendant que Nicolas déposait Léo à ce qu'il croyait être la maison de ville de Valérie, pendant qu'il échangeait des courriels polis sur les fournitures scolaires et les rendez-vous chez le médecin, pendant qu'il vivait sa vie ordonnée, il était complètement ignorant du fait que la mère de son fils dormait dans la rue. La maison de ville? Demanda-t-il, les pièces du puzzle commençant à s'assembler de la manière la plus horrible qui soit. Je l'ai perdue il y a 8 mois. Des factures médicales. J'ai eu quelques problèmes de santé, je n'avais pas une bonne mutuelle. Et puis les affaires ont périclité sur le marché immobilier. Je ne pouvais plus rembourser le prêt. J'ai essayé de trouver quelque chose de plus petit, mais mon dossier de crédit était fichu et je ne trouvais rien que je pouvais me permettre. Je suis allé dans des centres d'hébergement quand je pouvais avoir un lit, mais il y a une liste d'attente et, elle s'interrompit. Mais pendant tes semaines de garde, où était Léo? Où est-ce que je le déposais? Le visage de Valérie s'empourpra de honte. Chez mon amie Sandrine. Sandrine Fournier. Elle vit dans mon ancien quartier. Je restais chez elle pendant mes semaines de garde, je dormais sur son canapé, mais son propriétaire l'a découvert et a menacé de l'expulser si je ne partais pas. C'était la semaine dernière. Alors, elle regarda la poussette avec l'ours en peluche. J'ai fait semblant d'avoir encore un foyer. Quand tu déposais Léo, c'est Sandrine qui le prenait. Elle le gardait pendant mon temps de garde. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus continuer, que ce n'était pas juste de te mentir, que je devais te dire la vérité. Mais j'avais tellement honte. Je ne pouvais pas supporter de t'avouer que j'avais échoué à ce point. Nicolas s'assit en arrière sur ses talons, le cerveau en surchauffe, essayant de traiter cette avalanche d'informations. Son ex-femme était sans abri depuis 4 mois, vivant dans des refuges et dans la rue, et il n'en avait eu aucune idée. Elle avait orchestré une tromperie élaborée pour maintenir l'illusion de la stabilité, pour préserver son temps de garde avec leur fils, pour éviter d'admettre qu'elle avait besoin d'aide. Pourquoi tu ne m'as rien dit? La question sortit plus comme une plainte angoissée qu'une accusation. J'aurais pu aider. Je t'aurais aidé. Vraiment? Valérie le regarda enfin dans les yeux, et il y avait une honnêteté brute et douloureuse dans son regard. Vraiment, Nicolas? Ou bien l'aurais-tu dit à un avocat et aurais-tu plaidé que j'étais une mère inapte, que Léo devait vivre avec toi à plein temps, que j'avais prouvé que je ne pouvais pas lui offrir un foyer stable? Nicolas ouvrit la bouche pour nier, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Car la vérité, c'était qu'il ne savait pas ce qu'il aurait fait. Il aimait à penser qu'il aurait été compatissant, mais Valérie le connaissait. Elle avait été sa femme. Elle savait que son premier instinct était toujours de contrôler les situations, de résoudre les problèmes par des moyens légaux et financiers plutôt que par un engagement émotionnel désordonné. Tu as raison, dit-il doucement, la prise de conscience étant comme un coup de poing. J'aurais probablement appelé mon avocat sur le champ. J'aurais essayé d'obtenir la garde exclusive. J'aurais pensé que je faisais ce qu'il y avait de mieux pour Léo. Il marqua une pause.
Mais Valérie, regarde où nous en sommes maintenant. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Et tu ne peux pas continuer à me mentir sur l'endroit où notre fils séjourne. Je sais. Les larmes coulaient de nouveau sur son visage. Je sais, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. J'essayais de trouver une solution. Je postulais à des emplois, je cherchais n'importe quoi qui paierait assez pour me trouver un logement, mais c'est si difficile. Les employeurs sentent que quelque chose ne va pas. Je n'ai pas d'adresse. Je ne peux pas toujours prendre une douche avant les entretiens. J'essaie, Nicolas. J'essaie tellement fort. Léo pleurait à nouveau, s'agrippant maintenant à ses deux parents, son petit corps secoué de spasmes. S'il te plaît, aide maman, papa. S'il te plaît, tu dois l'aider. Nicolas regarda son fils magnifique et sensible, qui avait remarqué ce que lui, Nicolas, avait presque ignoré, qui avait reconnu sa mère même dans des circonstances que Nicolas n'aurait jamais pu imaginer. Il pensa à la vie qu'il avait bâtie, au succès qu'il avait atteint, à la distance confortable qu'il maintenait avec les problèmes qu'il ne voulait pas affronter, et il prit une décision. « Tu viens à la maison avec nous, dit Nicolas. Ce soir, tout de suite. » Valérie secoua la tête. « Je ne peux pas m'imposer. » « Tu ne t'imposes pas. Tu es la mère de Léo et tu as besoin d'aide. J'ai une chambre d'amis dans ma maison de campagne que personne n'utilise jamais. Tu y resteras jusqu'à ce qu'on trouve une solution à long terme. Nicolas, ta vie est différente maintenant. Tu as tes habitudes, ta vie privée. Tu ne veux pas que ton ex-femme vive avec toi. Tu as raison. Je ne le veux pas, dit Nicolas avec une honnêteté qui fit tressaillir Valérie. Mais ce que je veux est moins important que ce dont Léo a besoin. Et ce dont il a besoin, c'est de savoir que sa mère est en sécurité. Ce dont il a besoin, c'est de ne pas rester éveillé la nuit à s'inquiéter pour toi qui dors dans le froid. Donc, il ne s'agit pas de ce que je veux. Il s'agit de faire ce qui est juste. Il se leva et tendit la main à Valérie. Elle la fixa un long moment, comme si elle n'en croyait pas ses yeux, avant de la prendre, le laissant la tirer sur ses pieds. Elle vacilla légèrement, et Nicolas réalisa à quel point elle devait être affaiblie. « Quand as-tu mangé un vrai repas pour la dernière fois » demanda-t-il. « Je ne me souviens pas, admit Valérie dans un souffle. « D'accord. On va s'arrêter prendre à manger en chemin. Et demain, on s'occupera des prochaines étapes. Un rendez-vous chez le médecin, remettre tes papiers en ordre, tout ce dont tu as besoin. » Ils rassemblèrent les maigres affaires de Valérie, le sac à dos, la poussette avec l'ours en peluche que Nicolas comprenait maintenant être un accessoire, un camouflage pour la faire ressembler davantage à une mère en promenade qu'à une femme sans abri installée sur un coin de rue. Léo tenait fermement la main de sa mère, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il la lâchait. La maison de campagne de Nicolas était à l'autre bout de la ville, mais il appela un taxi plutôt que de les faire marcher. Pendant le trajet, Léo bavarda nerveusement, remplissant le silence pesant de ses observations de garçon de 6 ans sur sa journée, son école, ses amis. Valérie écoutait avec une attention totale, une concentration qui témoignait du manque cruel de ses moments ordinaires. Nicolas les observait et sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, le mur qu'il avait érigé entre lui et le désordre émotionnel, entre sa vie ordonnée et le chaos de la véritable souffrance humaine. Il était passé devant Valérie sans la reconnaître. Il aurait continué à marcher si Léo ne l'avait pas arrêté. Il avait failli manquer ce moment entièrement. Il avait failli laisser son malaise face au sans-abri l'empêcher de voir sa propre ex-femme. Arrivé à la maison de campagne, Nicolas commanda des repas à livrer, suffisamment pour plusieurs jours, pas seulement pour le dîner. Pendant qu'ils attendaient, il montra à Valérie la chambre d'amis, lui trouva des serviettes propres, et lui dit de prendre une douche aussi longue qu'elle le souhaitait. Lorsque Valérie réapparut 1 heure plus tard, les cheveux propres et vêtus de vêtements que Nicolas avait sortis à la hâte de son placard, elle ressemblait davantage à la femme qu'il avait épousée et moins à la personne brisée de la rue. Mais ses yeux portaient encore des ombres qu'une simple douche ne pouvait effacer. Ils mangèrent ensemble à la grande table de la salle à manger. Nicolas, Valérie, et Léo entre eux. Le garçon était presque étourdi de soulagement, bavardant entre deux bouchées, tendant périodiquement la main pour toucher le bras de sa mère, comme pour confirmer qu'elle était bien réelle. Après que Léo fut couché, Nicolas et Valérie s'assirent dans le salon avec une tisane. La gêne de la situation s'installa sur eux maintenant que leur fils n'était plus là pour combler le silence. « Merci » dit doucement Valérie.
Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais. Je sais que c'est inconfortable de m'avoir ici. Inconfortable n'est pas le bon mot, dit Nicolas. Honteux est plus juste. Valérie leva les yeux, surprise. Je suis presque passé juste à côté de toi, continua Nicolas. Je t'ai vu assise là et j'ai détourné le regard parce que c'était plus facile que de m'impliquer. Si Léo ne s'était pas arrêté, s'il ne t'avait pas reconnu, j'aurais simplement continué mon chemin. Je t'aurais laissé là. Ce n'est pas ta faute. La plupart des gens détournent le regard. Mais tu n'es pas la plupart des gens. Tu es la mère de mon fils. Tu es quelqu'un que j'ai aimé un jour, et j'étais prêt à t'ignorer parce que c'était plus confortable pour moi. Nicolas posa sa tasse. J'ai besoin de tout savoir, Valérie. Comment en est-on arrivé là? Alors Valérie lui raconta tout. La peur pour sa santé un an auparavant, une arythmie cardiaque qui avait nécessité des tests et un suivi coûteux. Comment sa mutuelle, liée à son statut d'indépendante, était minimale et comment les factures s'étaient accumulées. Comment le marché immobilier s'était contracté et ses ventes s'étaient effondrées. Comment elle avait pris du retard sur le prêt immobilier, essayé de vendre avant la saisie, mais le marché était trop lent. La honte d'avoir tout perdu malgré tant d'efforts. Les choix impossibles entre payer pour sa santé ou payer un loyer. La cascade d'échecs qui avait mené à la rue. Et pendant tout ce temps, dit Valérie, la voix se brisant, la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était que je ne pouvais pas perdre Léo. Il est la seule chose qui me reste. La seule chose qui compte. Alors j'ai menti. J'ai fait semblant d'aller bien parce que j'étais terrifié que tu me l'enlèves. Je ne te l'aurais pas enlevé, dit Nicolas, bien que les mots sonnent creux même à ses propres oreilles. Si, tu l'aurais fait, dit Valérie doucement. Pas par cruauté. Tu aurais pensé le protéger. Tu serais allé voir un avocat et aurais plaidé pour la garde exclusive, et tu aurais probablement gagné. Quel juge confie la garde d'un enfant de 6 ans à une femme sans abri quand son père a une maison de campagne luxueuse et une carrière réussie? Nicolas ne pouvait pas argumenter, car elle avait raison. Il aurait fait exactement cela. Il se serait dit que c'était dans le meilleur intérêt de Léo. Il aurait utilisé ses ressources pour garantir le résultat qu'il jugeait juste. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda-t-il. Valérie le regarda avec un espoir épuisé. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui vient après. Mais pour ce soir, je suis simplement reconnaissante d'être au chaud, en sécurité, et près de mon fils. C'est plus que ce que j'ai eu depuis très longtemps. Au cours des semaines suivantes, Nicolas et Valérie travaillèrent ensemble à reconstruire sa vie. Nicolas utilisa ses relations pour obtenir des entretiens à Valérie dans des entreprises qui cherchaient quelqu'un avec ses compétences. Elle commença un travail en gestion immobilière, pas glamour, mais un revenu stable avec des avantages sociaux. Nicolas l'aida à naviguer dans les méandres administratifs pour obtenir de nouveaux papiers d'identité, à réparer son crédit, à établir une adresse. Et lentement, prudemment, ils apprirent à être des coparents qui communiquaient vraiment. Pas les échanges distants et professionnels d'avant, mais de vraies conversations sur Léo, sur leurs propres difficultés, sur ce dont ils avaient tous les deux besoin pour être de meilleurs parents. Valérie emménagea dans son propre appartement au bout de 3 mois. Mais ils avaient alors établi une nouvelle routine, des dîners en famille une fois par semaine, une communication régulière, un véritable partenariat dans l'éducation de leur fils. Un soir, près de 6 mois après cette nuit dans la rue, Nicolas et Valérie étaient assis sur un banc dans le jardin public du village pendant que Léo jouait sur l'aire de jeu à proximité. « Je ne t'ai jamais remercié correctement, » dit Valérie. « Pour ce que tu as fait cette nuit-là. Pour m'avoir accueilli alors que tu avais toutes les raisons de ne pas le faire. » « Je ne l'ai pas fait pour toi, » dit Nicolas honnêtement. « Je l'ai fait parce que Léo me l'a demandé. Parce que mon fils a vu quelqu'un dans le besoin et n'a pas détourné le regard. Et j'avais besoin d'être le genre de père qui pouvait lui apprendre que c'était la bonne réaction. Eh bien, quelle que soit la raison de ta décision, elle a changé ma vie. Elle m'a donné une chance de tout reconstruire. Je ne sais pas si j'aurais survécu beaucoup plus longtemps dehors. » Nicolas regarda Léo, qui riait en descendant du toboggan. « Tu te souviens de ce qu'il a dit cette nuit-là? »« Papa, c'est maman. » 3 mots qui ont tout changé. Les enfants voient des choses que les adultes manquent, dit Valérie. Ils n'ont pas encore appris à détourner le regard. Ils croient encore que si quelqu'un qu'on aime souffre, on l'aide.
Ils n'ont pas développé toutes les justifications que nous utilisons pour éviter l'inconfort. C'est une meilleure personne que moi, dit Nicolas doucement. C'est un garçon de 6 ans avec un bon cœur, corrigea Valérie. Tu es un homme de 41 ans qui a appris à écouter quand son enfant lui a dit quelque chose d'important. C'est une progression. Ça compte aussi. Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant leur fils jouer. Tous deux changés par cette soirée de novembre où les circonstances avaient balayé toutes les apparences et les avaient forcés à se voir tels qu'ils étaient vraiment. Pas les adultes compétents qu'ils prétendaient être, mais des personnes brisées faisant de leur mieux avec des ressources insuffisantes et beaucoup trop de fierté.